Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement. Ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale. Ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Épicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler océan et cinéma. Deux mondes qui n'ont pas grand-chose en commun, mais entre lesquels navigue constamment Stan Turet, l'invité du jour. Stan est cinéaste navigateur. Après ses études et une carrière dans le cinéma, il est appelé par l'océan. Il devient alors navigateur et participe à de nombreuses courses de renom. Quelques années plus tard, il raccroche le sport de compétition qui, selon lui, ne respecte rien. Je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute! Bonjour Stan et bienvenue sur le podcast. Salut Laurie. Trop ravie de t'avoir ici. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter dans les mots qui sont les tiens, tout simplement? Écoute, je m'appelle Stan Turet, j'ai 36 ans, je suis un petit frouze. Petit frouze à tendance bretonne. Voilà, j'ai grandi près de Paris, mais mon attachement culturel est situé en Bretagne. Et en fait, j'ai trouvé ce qualificatif pour me décrire. Je me décris comme cinéaste navigateur. Parce que j'ai travaillé dans le cinéma pendant quasiment 10 ans. J'ai fait des études de cinéma, j'ai travaillé sur des longs métrages de fiction principalement. Et un jour, j'ai voulu faire de la voile parce que j'approchais des 30 ans et je me disais que j'avais pas fait quelque chose de fou dans ma vie. Enfin, il me manquait un truc à cocher. Et je sais pas pourquoi. Enfin, maintenant, je le sais un peu mieux, mais j'ai eu cette pulsion qui m'a dirigé vers l'océan, qui me disait, mais j'ai envie de traverser l'Atlantique tout seul, de voir ce que ça fait de traverser l'Atlantique. Et j'ai découvert une petite course qui s'appelait la Mini Transat, où tu traverses l'Atlantique en solitaire sur un bateau de 6,50 m. Et en fait, ça a été un bel électrochoc dans ma vie, parce que tu te doutes bien que quand tu te retrouves tout seul à gérer t'es autonome en énergie, en eau, en nourriture et surtout t'es coupé du monde. C'est un des rares endroits où il n'y a pas de satellite, il n'y a pas de téléphone portable, d'internet, et la course en elle-même interdit ces moyens de communication. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs de se dire que ces endroits qui sont privilégiés ne peuvent l'être au final que quand c'est régulé, quand on met des règles. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, Starlink et Elon Musk sont en train d'arriver avec leurs gros sabots là. Et aujourd'hui, tu peux être au milieu de l'Atlantique et regarder... Et mater Netflix, quoi. Et mater Netflix. Ouais, c'est complètement fou. Je pense que moi, je pense que ça ne va pas dans la bonne direction, on va pas se mentir. Mais c'est dur parce que tu vois des gens qui s'enthousiasment de tout ça. Donc, tout ça pour dire que suite à cette mini transat, moi je me suis... Ouais, ça m'a vraiment réveillé, ça m'a donné une grosse claque. Et quand je suis revenu à terre, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui faisaient plus aucun sens pour moi. Je me disais, mais enfin voilà, l'électricité, la consommation, la nourriture. Enfin, moi j'ai passé quasiment 30 jours en mer avec je sais pas moi, 60 litres d'eau, quelque chose comme ça. Et tu te dis que la moyenne journalière en Europe, on est à 150 litres d'eau visible, donc l'eau liquide par personne. Et là tu dis, attends, il y a peut-être un petit problème, peut-être que là on est sans limite dans nos modes de vie terriens. Donc voilà, et puis après, petite crise Covid qui va bien. Moi j'ai continué à bosser, voilà, j'ai un peu cédé aux sirènes d'identification aux autres. Tous mes copains faisaient des plus gros bateaux, tout le monde trouvait des sponsors, donc moi j'étais un peu aussi là-dedans. Je me suis un peu rattaché en disant que je voulais faire un film sur la course au large, parce qu'il y a quand même des très belles choses, des très belles valeurs là-dedans, tu vois. Donc le Covid m'a empêché de faire ce film-là, et puis je me suis retrouvé juste dans un système où je savais plus trop ce que je faisais là. J'ai quand même fait des belles courses, la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, la dernière course que j'ai fait c'était ça. Et en fait, au bout de 3 ans de prise de conscience, je me suis dit, en fait, il y a un truc où je peux plus continuer à... Surtout, je portais un message environnemental, tu vois, dans ma communication avec des associations.
Et je me disais, je peux pas continuer à dire à des enfants de faire attention à ce qu'ils mangent et à leur consommation, alors que moi, dans mon milieu professionnel, même si je faisais des efforts et que j'essayais d'encourager à la durabilité, en fait, le système dans lequel j'étais ne me permettait pas en fait de faire ça, puisque la finalité du système, c'était de faire de la compétition, et la compétition aujourd'hui, malheureusement, elle met en avant le côté performance-vitesse. Et la performance-vitesse, ben, aujourd'hui, bah, il n'y a pas de limite. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans le milieu économique ou d'entreprise, où en gros, la finalité d'une entreprise, bah, c'est d'avoir des parts de marché, c'est d'aller bouffer les autres. Et c'est comme ça qu'on valorise, enfin, on ne valorise que cette chose-là. Alors qu'à contrario, je pense que le mot performance, on peut remettre d'autres choses derrière. La performance artistique, la performance environnementale, tu vois. Enfin, je veux dire, si on considère la course au large, le seul critère, bah oui, ça veut dire quoi un bateau performant? C'est sûr que si c'est un bateau qui va vite, bah on sait faire. Par contre, aujourd'hui, un bateau qui est performant écologiquement parlant, on ne sait pas faire. Voilà. Totalement fou. Mais là, j'ai l'impression que je t'ai lancé comme une balle. Est-ce que on peut revenir un petit peu en arrière? Parce que j'avoue, le cinéma, je sais que tu as beaucoup d'attrait pour ça, mais je savais pas que ça avait été une partie de ta vie. Est-ce qu'on peut rembobiner jusque-là? Du coup, t'étais un enfant très intéressé par voilà, le film, enregistrer des choses. Ça vient de tes racines d'il y a longtemps, cet amour du cinéma. Oh bah écoute, le plus loin que je peux avoir en mémoire, je sais que mon grand-père avait été co-scénariste sur quelques films, tu vois, dans les années 50-60, dans le milieu parisien. Malheureusement, il n'a pas pu continuer parce qu'il a eu une vie familiale et professionnelle un peu qui l'a emmené de ça, enfin éloigné de ça, mais c'était dans un coin de ma tête. Et puis, en fait, je suis arrivé dans le cinéma parce que je les ai toujours. J'ai deux sœurs jumelles, enfin j'ai deux petites sœurs qui sont jumelles, et je sais pas comment, un peu par le hasard des choses, elles se sont retrouvées à faire un casting parce que bah, quand t'es jumelle, c'est plus facile. Enfin voilà. Et moi, je me suis retrouvé à l'âge de 12-13 ans à traîner sur un plateau de cinéma. Pour une journée, j'avais séché les cours, j'étais allé voir à quoi ça ressemblait, et ça m'avait un peu intrigué de voir, de dire bah oui, il y a des gens qui s'amusent là à jouer, à mettre en scène des choses, et ça avait un petit côté fascinant. Et ça c'est une de mes lubies en ce moment, c'est de se rendre compte à quel point les expositions qu'on a quand on est enfant sont mais déterminantes et cruciales pour le reste de notre vie, et c'est ça qui va nous motiver à faire quelque chose. Et d'autant qu'aujourd'hui, bah, à l'heure de l'influence et des réseaux et de tout ça, tu te dis mais en fait, on a ouvert une boîte de Pandore. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, on te montre que des choses pas possibles, et donc en fait, on en veut toujours plus. Donc voilà, toute cette réflexion-là, elle vient de là. Et quand le cinéma, bah, j'ai fait un très mauvais, voilà, l'équivalent de votre réto. Quand j'ai passé mon bac, j'ai fait un bac scientifique, mais j'étais déjà un peu en décalage avec tous les gens qui voulaient faire des écoles de commerce, d'ingénieurs. Moi, ça me parlait pas du tout. Et je me suis retrouvé à faire des études de cinéma où c'était trop bien parce qu'il y avait et de la philosophie et de la technique et plein de choses. Et puis je regardais plein de films. C'était trop bien d'aller à l'école pour regarder des films. C'est quand même super. Et derrière, bah, je me suis dit que le meilleur moyen de commencer à savoir comment raconter un film et comment le mettre en œuvre, c'était de faire des stages. Et je me suis retrouvé sur des longs métrages. Et j'ai eu un peu la chance, alors on la provoque la chance, mais de travailler après avec tous les réalisateurs que je voulais, avec Cédric Clapiche, avec Jacques Audiard, avec Bertrand Tavernier. Ça, c'est les trois personnes que je cite souvent parce que j'ai fait plus de 30 films, mais il y en a plein où voilà quoi, c'est pour ça aussi qu'à un moment j'ai arrêté parce que bah, malheureusement dans le cinéma francophone, c'est pas toujours enfin voilà, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, on va pas se mentir. Et puis bah pareil, c'est tous ces films-là, bah, qu'est-ce qui dirige? Ça reste une industrie et ça reste, comment dire, dicté par des choix de rentabilité. Et donc il y a des fois, bah, tu te retrouves à faire des trucs, tu dis mais je sais même pas comment ce film a été financé, mais il existe. Et voilà. On peut faire des films écologiquement performants, comme tu disais avant? Ah bah c'est sur le plan logistique. Je pense que c'est... Alors voilà, ce que je veux dire, c'est que là aujourd'hui, enfin moi quand j'ai arrêté de travailler, on commençait tout juste à dire qu'on arrêtait d'imprimer les papiers et chacun avait un gobelet et on disait ça y est, on est quand même clean, c'est bon. Et tu dis bah non, il y a peut-être un petit problème parce que
j'ai pas tous les chiffres en tête, mais c'est quand même c'est une des industries les plus polluantes, quoi, parce que en termes de décor, de lumière, surtout de transport, comme d'habitude, c'est toujours les transports. Tu dis, c'est toute une, enfin, il y a je sais pas combien de camions qui viennent tous les jours pour tourner, et les comédiens qui se déplacent. Enfin, faire un film simple, on ne sait pas le faire, tu vois. Enfin, mais c'est aussi parce qu'on a pris l'habitude d'avoir tout à disposition et d'être dans cet état d'esprit de se dire, bah, si on a de l'argent, on peut tout acheter. On peut tout acheter. Voilà, donc il n'y a pas de limite là-dessus. Et l'autre limite ça c'est très intéressant parce que c'est en train de bouger tout doucement. Là, il y a un collectif qui s'appelle Cut, qui a été à l'origine fondé par Cyril Dion et Magali Payen, qui est en train de se poser des questions, mais plutôt pour l'écriture des scénarios. Parce que en fait, déjà de l'écriture va découler tout un processus. Si tu commences à te dire, voilà, mon film il se passe entièrement sous la pluie, tous les jours, dans toutes les scènes sont sous la pluie, et ben est-ce qu'une production aura le luxe de dire on va tourner que les jours où il pleut? Bon, alors peut-être qu'à Bruxelles cet hiver ça aurait pu le faire, mais en fait c'est ça aussi, de se dire, bah en fait ce qu'on écrit a une importance pour la manière dont on va tourner, voilà. Donc, et les récits qu'on met en avant pour former les esprits, enfin je veux dire, les films ils ont vertu d'être regardés ensuite, et du coup c'est par là qu'on peut, j'imagine, enfin je vois Cyril Dion faire passer des messages assez forts, assez puissants, montrer la réalité des choses, mais tout en gardant la beauté du cinéma. Cyril Dion il fait des films ultra percutants mais qui restent c'est des beaux films, enfin moi je les aime beaucoup, ces réalisations, il le fait. Enfin, parfois on imagine que les films un peu avec des belles valeurs, ça va tout de suite être des films moches, limite en noir et blanc, mal faits. Mais non, il arrive à garder vraiment cette beauté du cinéma en faisant passer des valeurs. Mais j'ai pas l'impression que l'industrie bouge assez vite dans ce sens-là. Bah non, parce qu'elle n'est pas contrainte. Il y a pas de contrainte, il n'y a pas de règles encore. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, si tu veux te marrer. Enfin, moi, c'est tout l'enjeu de la suite de ma vie, j'ai l'impression, c'est que j'ai envie enfin voilà, toute la mouvance low-tech et même écologiste, t'as envie de te dire, bah en fait, même moi le premier qui suis quand même, concerné par le sujet et bien documenté, il y a un moment, quand t'as vu une quinzaine de documentaires, de se dire, tiens, je vais me remettre dedans, enfin, regarder un documentaire, tu tombes pas trop, enfin, on tombe pas trop dessus par hasard maintenant. Je pense qu'il y a encore 10-15 ans, tu pouvais allumer ta télé, tomber sur Arte et tomber sur un documentaire comme ça. Aujourd'hui, bah, nous, on n'a plus de télé, enfin, je crois pas. Enfin, en tout cas, notre génération n'a plus de télé. Et donc, aller voir un documentaire, ça demande déjà d'aller cliquer sur le lien, d'aller faire cette démarche, de me dire, allez, je vais me faire un peu mal, je vais aller apprendre des choses. Et des fois, on en a besoin. Mais il y a des fois, tu as juste envie de te marrer. Et tu as envie de regarder un film pour passer un bon moment. Et en fait, bah, les films aujourd'hui qui cochent ces cases-là, bah, ça reste, je sais pas, des films avec des gens qui disent, ah ouais, allez, j'en ai marre, je prends l'avion, je vais à l'autre bout du monde. Enfin, c'est des trucs où il y a pas encore de contraintes dans les histoires, quoi. Et je pense, enfin voilà, et c'est vrai que toute cette mouvance de fiction positive, elle est en train d'émerger, mais on n'en a pas tant d'exemples que ça, parce que l'idée, ça serait, tu vois, de vraiment faire des films où on parle pas d'écologie. On parle d'histoire humaine, des histoires d'amour, des histoires drôles, des histoires d'amitié. Et ça évolue dans un cadre où, enfin, imagine un film où d'un seul coup, t'as deux personnes qui ne prennent que le vélo, en fait. Rien que ça. Si et on n'en parle pas, c'est juste on dans le scénario, quoi. C'est la base, c'est le décor. Pareil si d'un seul coup, on n'avait plus jamais de scène de barbecue, tu vois, de barbecue avec de la viande. Si d'un seul coup, tu mettais une scène où il y a un barbecue, mais à chaque fois on voit que des gens qui cuisinent des légumes, et ben mine de rien, sans avoir fait passer le message en disant, regardez, arrêtez de manger de la viande, mangez des légumes, et ben non, enfin ça serait trop bien de se dire, ok, on regarde la série ou le film parce que c'est drôle, mais en plus, en deuxième lecture, il y a quand même un truc qui vient toucher ton inconscient, de te dire, ah bah ouais, tiens, regarde, ils avaient l'air de bien se marrer, et puis ils étaient en vélo, et puis ils étaient végétariens, et tout allait bien. Ouais, trop bien. Et ça, je pense que ça serait trop bien. Mais on en est au tout début, et bah du coup, moi, je me lance un peu là-dedans de manière autoproduite, là, mais c'est un peu le défi que j'ai envie de faire maintenant, parce qu'on a besoin en fait, voilà, comme tout le monde, on n'a plus le temps d'attendre, et pareil, tu vois, tout le système de financement des films. Enfin, quelqu'un qui, aujourd'hui, là, si je voulais faire un long métrage, dans le meilleur des cas, mon long métrage, il sortirait dans 3 ans. Ok. Tu vois ? Ouais.
parce que financement, parce que nanana. Et tu vois, aujourd'hui, on a quand même, je pense, les moyens, en tout cas. Enfin, aujourd'hui, on peut tourner un film avec un smartphone, en fait, tu vois, avec une petite caméra, avec un petit boîtier, pour vraiment pas grand-chose, on peut tourner des images. Et donc, tant sur le fond que sur la forme, je pense qu'on peut amorcer un début de révolution de dire, bah, en fait, moi, j'ai pas besoin d'argent pour passer mes messages, parce que même les films qui, justement, viennent un peu pointer du doigt, viennent un peu bousculer les codes, et ben ces films-là, ils vont plus cocher toutes les cases de financement. Donc du coup, bah en fait, il faut qu'on fasse une nouvelle vague. La nouvelle vague dans les années 60, c'était ça, c'était on en a marre des studios et tout ça, on prend une caméra, on la met sur l'épaule et on va tourner dans la rue. Bah aujourd'hui, il faudrait qu'on se ressaisisse de ce mouvement-là et surtout qu'en plus, on a la chance d'avoir des réseaux, quoi. On a la chance d'avoir des plateformes de diffusion, on a des super outils pour ça. Et moi, je suis très étonné qu'on soit quand même à ce point endormi et magnétisé par les plateformes existantes et qu'on n'essaye pas de. Enfin, il n'y a pas de grosses voies disruptives, de canaux de diffusion un peu alternatifs sur le côté artistique. Parce que sur tous les côtés militants, ça, on sait très bien faire. Mais sur le côté un peu artistique, d'avoir une plateforme sur laquelle tout le monde se reconnaît et tout le monde vient diffuser du contenu positif et inspirant et joyeux, bah ça, il n'y en a pas tant que ça encore. Et du coup, toi, là, t'es en train d'écrire un film? Comment ça se passe? Bah moi, j'ai encore envie de voyager, j'ai encore envie de faire du bateau. Et bah là, avec ma partenaire MK de Canard, qui est aussi une activiste, biologiste, violoniste bien connue de Bruxelles maintenant, Tout à fait. on est en train de monter une expédition cinématographique et musicale à la voile. Et l'idée, ça sera de se déplacer lentement en bateau, de continuer à voyager, d'aller montrer en fait la beauté des endroits qu'on a envie de défendre, surtout au niveau de l'océan. Et on a envie de raconter des petites histoires comme ça. Et peut-être pas tout de suite un long métrage, mais déjà au moins qu'on ait, voilà, comme je décrivais, un endroit, une chaîne YouTube, je sais pas, un endroit où les gens viennent et se disent, ok, là quand je vais regarder quelque chose là-dessus, ça sera quelque chose qui va m'inspirer, qui sera joli, qui va me redonner un peu d'espoir dans ce monde où dès que tu allumes ton téléphone, tu t'en prends plein la tête de tous les côtés, à tous les niveaux. Enfin, donc on a envie de montrer que il y a encore des raisons de se battre et que ça vaut le coup, quoi. Et donc bah voilà, toutes les petites histoires, des petits courts-métrages, des petits trucs tout simples en fait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi on, on a été élevé dans ce culte de la performance en disant il faut toujours viser haut, faire des gros trucs. En fait, il y a un moment, c'est ok aussi tu vois, de faire moins en fait. Tu vois, aujourd'hui, on valorise que les gens qui ont réussi et qui ont fait enfin voilà, qu'est-ce que c'est une réussite? Si c'est avoir un travail où tu travailles 12 heures par jour, où tu vois personne et tout, bah là je reprends, tu vois, vraiment, moi j'ai été un peu fasciné par la lecture de Ralentir ou Périr de Timothée Paric. Bah, je sais pas, enfin l'art de la sieste quoi, enfin réussir à dire en fait si je fais déjà ne serait-ce que 3 petits courts-métrages par an, bah en fait c'est déjà très bien. C'est Enfin, top, à fond. tu Surtout vois, s'ils ont et faut. des valeurs comme les tiennes, quoi. C'est ça, et puis si tout le monde se met un peu à faire ça, à se dire, bah en fait, ok, bah je vais réduire un peu, on enlève la notion d'objectif, on enlève tous les chiffres de réussite. En fait, je pense que enfin, moi je le sens comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de prendre, hein, que ce soit avec, tu vois, les gens qui démissionnent, avec, enfin, tous ces bousculements socio-culturels qui sont en train de se passer. Enfin, tu vois, le mouvement féministe, pour moi, il est énormément lié aussi à ce qui se passe dans l'écologie. Et les gens sont en train de se réveiller de plein de choses. Il y a des prises de conscience, il y a des choses qu'on laisse plus faire, tu vois. Et je pense que ça, en fait, l'écologie y arrive tout doucement. Et il faut utiliser tous les outils qu'on a. Et je pense que la fiction n'a pas encore été assez utilisée pour ça, comment dire, pour planter des petites graines. Parce qu'en fait, toutes les petites vidéos qu'on voit, il y a des gens qui font ça très bien, tu vois, qui alertent, tous les jours, tiens, on laisse plus passer, tu vois. Genre quand il y a une information, il y a un fact-checking qui est fait et qui est très bien fait. Mais maintenant, bah en fait, c'est ça qui est très très dur aujourd'hui, c'est que, bah voilà, donc du coup, moi j'ai arrêté la course au large, j'ai annoncé ça il y a 1 an. Je me suis fait défoncer sur les réseaux parce Ah que, ouais? bah en fait, quand tu viens, enfin, à la fois j'ai été très soutenu bah justement par la jeune génération qui cherche des modèles d'inspiration, donc ça c'était trop bien. Mais après tous on va dire les mâles blancs dominants
Toujours les mêmes. 60 ans qui ont toujours été là-dedans et qui te disent, bah quoi, tu remets en comment question notre modèle? Comment oses-tu? Ouais, comment oses-tu? Et surtout, comme d'habitude, en fait, on va attaquer la personne qui parle plutôt que le message, quoi. Toujours. Donc voilà, moi, au début, j'étais un peu à dire non, ça me touche pas, ça me touche pas. Bon, ça m'a quand même bien impacté. Et là, j'ai eu la chance du coup, d'écrire un livre qui va sortir au mois de juin, Waouh. qui s'appelle Réduire la voilure. Et du coup, ce livre-là, j'ai fait j'ai pris le temps long, tu vois, sur 200 pages, d'expliquer en fait un peu factuellement et concrètement quelles sont les raisons, qu'est-ce qui m'a amené à arrêter, quoi. Donc, mais ouais, c'est violent et on est dans une société violente, donc on a besoin, je pense, d'inspiration et de joie en fait, tu vois, de retrouver de la joie parce que c'est dur. Est-ce qu'on peut revenir juste à la transition? Donc, tu es dans ton monde du cinéma, et là, d'un coup, tu as ce que tu as appelé tout à l'heure un appel de l'océan. Déjà, j'adore cette appellation. Et donc, du jour au lendemain, tu dis, je vais faire de la voile? Comme ça? Alors, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein. C'est d'abord, je me dis, tiens, en gros, je pense que la caméra permet en fait des rencontres. Je veux dire, n'importe quelle personne qui voudrait être curieuse dans un univers, quand tu dis voilà, je viens avec une caméra et je pose des questions, je fais un documentaire, n'importe quoi, ça te permet de rencontrer des gens. Et puis il y a tout ce travail-là de dire aujourd'hui, de poser des bonnes questions en fait. Aujourd'hui, on a perdu un peu cette habitude avec le numérique de tout filmer, tout enregistrer. Quand tu sais un peu quel est l'axe que tu veux travailler, tu peux permettre, ça permet des rencontres et des échanges assez cool via la création d'un objet filmique. Et donc moi, c'était plutôt ça. Je me suis dit, ok, la course au large, je sens que ça m'intéresse. J'ai débarqué dans le milieu avec ma caméra en disant, bah voilà, moi je suis curieux, j'ai envie de venir filmer des bateaux, de poser des questions à des gens. J'y connais rien, moi, la course au large, c'est d'office à la voile? Ouais. C'est que à la voile, on traverse les océans à la force du vent, et c'est d'ailleurs un des gros paradoxes. Moi, à chaque fois, on me dit, mais attends, t'as arrêté la course au large pour raison écologique, mais pourtant, vous avancez avec du vent, je ne comprends pas. Tu vois? Parce que ça, c'est vrai que c'est cool, mais en gros, le vrai problème, c'est l'obsolescence programmée des bateaux. Parce que, en fait, un bateau, il doit gagner, et s'il doit gagner, il doit être rapide, donc il doit toujours avoir les dernières. C'est comme si tu avais ton smartphone qui te dit, faites les mises à jour, et à un moment, il faut changer de téléphone constamment. Donc en gros, c'est ça l'écosystème qui va pas avec ça. Si on faisait des bateaux identiques et qu'on mettait une règle pour dire les bateaux, on va les utiliser pendant 30, 40 ans, il n'y aurait pas de souci, on pourrait faire tout ce qu'on veut, on ferait des courses circulaires, surtout parce que là, les courses qui arrivent aux Antilles... Après, tu repars en avion, en fait. Ouais, moi je crois que je suis le seul à être resté aux Antilles l'année dernière, pendant 4 mois, avec mon bateau là-bas. Alors les gens te disent, oh bah oui, ça va, il se plaint, il reste aux Antilles. Bah oui, enfin bon, il y a un moment, tu rates ta famille, bah oui, bien sûr. Et puis après, t'es revenu en bateau, ça prend du temps. Je suis revenu en bateau, enfin, la boucle, elle m'a pris 6 mois, quoi, donc... donc c'est cool, mais voilà, c'est aussi de se dire, c'est un choix. C'est un choix, et en fait, aujourd'hui, on a tellement... on s'est déconnecté de la réalité, de se dire, en fait... On considère qu'on peut aller jouer pendant 3 semaines et puis derrière on prend l'avion, on fait ce qu'on veut. Et le bateau il revient comment? Désolée, c'est des questions peut-être bêtes, mais j'y connais vraiment rien à tout ça. Pendant longtemps on mettait les bateaux sur des cargos parce que ça revenait moins cher, parce que c'était... C'est scandaleux. Toujours le même argument de dire oui mais de toute façon si le cargo on le prend pas, il tournera quand même. Bon il y a un moment, non, s'il y a de moins en moins de demandes, ça va bien s'arrêter. Il y aura moins en moins de cargo. Ouais. Bon après ça c'est un autre sujet parce que les cargos, les chiffres sont en expansion énorme en fait. Enfin il y en a de plus en plus. Hein. Ça c'est un chiffre que j'aime bien rappeler. Il y a plus de 60 000 gros bateaux sur la terre et sur la mer surtout. Et si vous allez sur un site comme Marine Traffic, vous voyez en temps direct les bateaux. Et c'est le flight radar du cargo. C'est le flight radar des bateaux et tu vois tout en fait. Et là tu dis ah ouais, il y a quand même un vrai problème parce que il y a des cargos partout, il y a des pêcheurs partout. Enfin c'est là où tu vois à quel point on est en train de coloniser et de surexploiter nos ressources quoi. Enfin c'est dramatique. Et là pour te faire bien flipper, allez on rajoute une petite dose. Là on a les Chinois sont en train de parler pour mettre des porte-conteneurs à fission nucléaire. Donc en gros, comme sur les sous-marins,
ils veulent maintenant être à propulsion nucléaire. Donc là, en fait, il n'y aurait plus de problème de CO2. de CO2, voilà, mais ça Mais veut il y en aurait dire qu'en d'autres. fait, ça veut dire qu'on continue le même modèle d'importer, de faire travailler des gens à distance et bon voilà quoi, c'est très très compliqué. Et surtout que ça a un impact énorme sur la biodiversité, sur les cétacés, qui a un impact sur le plancton, qui a un impact sur l'oxygène que tu respires. Enfin voilà, c'est une chaîne. Oui, on est un peu notre propre cancer, hein, ça c'est certain. On va pas se mentir, ouais. Ouais. Et je sais plus, on a complètement. Mais ouais, du coup, on parlait vraiment de la course au large, donc t'en as fait pendant combien de temps? Écoute, mes premières courses c'était en 2015 et la dernière c'était l'année dernière en 2023, donc j'ai fait quasiment 8 ans, 8 ans de course quoi. Ouais. Mais moi je t'ai un peu googlé, du coup, t'as quand même une belle carrière, quoi. T'as fait des belles courses. Tu peux nous en raconter, je sais pas, une qui t'a marqué? Bah ouais, en fait j'avais trouvé cette formule, donc j'ai fait la route du Rhum en 2022, qui est quand même peut-être la plus dure des transats en solitaire, parce que tu pars de Saint-Malo au mois de novembre, voilà, tu pars dans des coups de vent, et puis c'est quasiment, là moi j'ai mis 18 jours, alors j'avais trouvé cette formule en mer, je disais moi je suis un marin normal en fait, je suis pas mauvais, je suis pas bon, je suis entre les deux, parce que voilà, effectivement j'ai pas fait de la compétition et des entraînements quand j'étais tout petit, donc j'ai commencé, tu vois, hyper tard. Je suis arrivé, enfin, j'avais 27 ans quand j'ai commencé à faire de la voile au large, ce qui est tard pour quelqu'un pour commencer à haut niveau un sport, quoi. Donc, euh, donc j'ai fait ça, et ouais, j'ai fait la Transat Jacques Vabre aussi, qui était une belle course qui allait vers les Antilles aussi. J'ai eu la chance d'être médiaman aussi sur des bateaux qui font le Vendée Globe, les gros bateaux de 60 pieds, et puis j'ai fait aussi une transat sur un gros trimaran. On avait fait Nantes, New York, mais là c'est pareil. Wow. Aujourd'hui, enfin, avec un peu de recul, je me dis mais enfin, comment c'est possible qu'on ait fait ça alors que c'était qu'en 2017, on faisait une course contre le paquebot Queen Mary 2. Et là, tu disais, ok, d'accord, donc là, on essaye d'aller plus vite à la voile, mais on fait quand même la promotion d'un paquebot qui traverse l'océan à plus de 40 km/h de moyenne, qui va tout droit, enfin, y a rien calé, quoi. Enfin, et sur le moment, tu te poses pas trop de questions, tu gagnes ta vie, tu es dans le truc, mais bon, bah voilà, quoi, Mais ça n'enlève en rien, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin, la course au large a des très belles valeurs qui sont enfin, ce qui fait rêver les gens. Enfin voilà, c'est la finalité de la course au large pour moi, c'est de faire rêver les gens. Quand tu creuses un peu, en fait, ça reste quand même assez étonnant de se dire que une femme ou un homme qui monte sur un bateau, qui part sur l'horizon au loin, va réussir à traverser un océan C'est fou. au final tout doucement, mais quand même assez rapidement. Et c'est ça qui est beau, quoi. Après, c'est tout l'enjeu de se dire qu'est-ce qu'on garde dans la compétition. Parce que dans la compétition, il y a des très belles choses. Il y a la notion de rassemblement de personnes, de partage. Il y a l'entraide aussi. Je sais que exactement. il y a des skippers. Je pense que c'est sur le Vendée Globe. Il y a quelqu'un qui a eu un souci. Il y a un autre qui a voulu aller le rechercher. Et du coup, c'était complètement rebroussé chemin. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Mais enfin, j'ai un rire nerveux là parce que, en gros, oui, on a ce code déontologique qui n'est pas écrit, mais qui est que oui, il y a une solidarité entre marins. Et en fait, quand on est dans des océans lointains, la première personne qui est la plus proche, bah, ça reste ton concurrent. Donc, effectivement, dès qu'il y a un gros problème, tu viens chercher cette personne. Bon, il s'avère que effectivement l'événement auquel tu fais référence, c'est un gars, j'ai même pas envie de le nommer, mais ce gars-là, son bateau s'est cassé en deux, il a été secouru, c'est devenu un peu un héros national, et il s'avère que l'année dernière, ce mec-là a vraiment fait de la merde, mais on le savait, ça faisait un petit moment qu'il y avait des bruits de ponton, des rumeurs, et voilà, il a harcelé sexuellement une femme, et on s'est rendu compte qu'il y avait eu plus de 35 personnes depuis 10 ans qui ont porté plainte contre lui maintenant, et heureusement il a perdu son sponsor, et voilà. Mais enfin, je veux dire, c'est là où tu vois un peu toutes les dérives. Enfin, je veux dire, sous couvert on est tous gentils, on fait de la voile, on est solidaires. En fait, tous les milieux sont un peu vérolés parce que voilà, il y a ce sentiment d'impunité, on est des stars, on peut tout faire, bah non en fait, et c'est là où c'est cool de se dire qu'aujourd'hui bah ça passe plus, et quand il y a un truc qui va pas, on le dit, et c'est repris par les réseaux, et ça avance quoi, donc
Mais encore une fois, on a un peu dérapé. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, la course au large a quand même des belles valeurs. Il y a quand même des personnes qui font ça très bien. Et effectivement, il y a de l'entraide, même voilà, pour se dépasser. C'est cette phrase du philosophe Albert Jacquard que j'aime beaucoup, de dire il faut qu'on se dépasse grâce aux autres. On se dépasse pas pour écraser les autres, mais on se dépasse grâce aux autres. C'est super de se dire qu'on va donner la meilleure version de soi-même, mais sans comparaison. Aujourd'hui, on est trop dans les chiffres, on est trop dans... Mais depuis tout petit, enfin, je veux dire, quand on est à l'école, on nous donne des notes. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me scandalise de me dire que, tu vois, enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir découvert seulement il y a 4-5 ans la communication non violente, les cercles de parole, le côté... comment Humain. comment on fait pour faire société, en fait, tu vois. Et je me dis, mais ça, je l'ai pas appris à l'école. À l'école, on m'a jamais appris à travailler en collectif. On t'apprend à travailler tout seul, on t'apprend à avoir des bonnes notes, mais on n'a pas des cours. Et heureusement que... Enfin, Mais sur le bateau, t'es seul aussi. oui, sur le bateau, je suis seul, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la construction de nos modèles, on va mettre en valeur les gens qui vont être mis en avant et par les médias et par les réseaux et compagnie. C'est les gens qui gagnent en fait. Et c'est là où il y a un peu un twist, parce qu'aujourd'hui, les gens qui communiquent bien réussissent à sortir un peu du lot. C'était un peu mon cas, parce que du coup j'ai fait pas mal de petites vidéos et voilà, j'avais un peu cette carte-là. Mais du coup, ça vient questionner les modèles, et il y a une sorte de truc qui est un peu bizarre en ce moment là-dessus, quoi. Parce que, Un peu injuste, ouais, je vois. Mais injuste, d'ailleurs, je sais pas, si c'est injuste, mais en tout cas, ça vient bousculer les codes, et c'est là où c'est un peu dur, c'est que quand tu fais de la communication et que tu parles bien, aujourd'hui, tu peux trouver des sponsors, mais en fait, quel est l'intérêt en fait derrière les sponsors? Pourquoi ils viennent te chercher? Et ça, aujourd'hui, nous, on l'avait pas questionné il y a quelques années. On se disait juste, c'est cool. ils Mais payent et puis je peux faire ma course, quoi. c'est ça. Sauf qu'en fait, eux, ils y ont un intérêt vraiment de Mais bien sûr. rentabilité, et de se dire, ok, maintenant le vent, il souffle plutôt du côté des réseaux. On va aller du côté des réseaux. Et voilà. Et quand t'es seul sur le bateau, au milieu de l'Atlantique, Hmm. c'est comment? C'est stressant, c'est vivifiant. Enfin, il doit y avoir Non. plein de trucs, mais moi, ça me fascine. Ça me stresse d'y penser même. Non, c'est pas stressant. En fait, ce qui est stressant, c'est le côté, effectivement, en fait, quand tu es sur un bateau de course, tu dois toujours être sur le fil d'être toujours tu mets des voiles les plus grandes possibles pour aller le plus vite possible. Et le vent, c'est un élément vivant. Donc, en gros, il bouge tout le temps. Et donc, tu essayes toujours d'être au maximum de la limite. C'est un peu comme si tu marchais sur une crête et que tu te dis, je vais essayer d'être le plus proche de la crête, mais bon, en même temps, ça craint un peu. Je vais peut-être mettre un pied sur le côté. Donc c'est ça qui fait le stress. Après, si tu te mettais un facteur en disant, ok, moi je reste à 80%, je ne vais pas à 100%, là ça serait cool en fait, tu vois, tu pourrais très bien... Enfin, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, il y a des gens qui peuvent avoir peur de se dire, Mais t'es seul, au Mais milieu t'es de nulle seul. part. mais en fait on est déjà tout seul en fait. Enfin, je veux dire, dans la vie tous les jours, on est quand même sur une planète au milieu de nulle part. Enfin, c'est juste qu'on s'est mis des repères qui nous cadrent, et on croit qu'on est en confiance, mais en fait, enfin voilà, si tu dézoomes, on est sur un vaisseau qui est la planète Terre au milieu du vide. Donc en gros, moi, si tu reconstruis tes repères dans ton petit bateau, si tu arrêtes d'avoir... Effectivement, je pense que la première fois, tu dis, bon, il y a 4000 mètres de fond, il y a 7 km d'atmosphère, je suis vraiment au milieu de nulle part, je flotte au milieu de rien du tout. Si je sors du bateau, si je tombe, il y a de très Ouais, fortes c'est chances fini. que ça soit la fin. En fait, ça te reconnecte vraiment à un sentiment ouais, de fragilité. Tu te rends compte à quel point on a de la chance d'être vivant. Donc ça rend vraiment vivant. C'est vraiment un truc. Enfin, tous les marins le ressentent, et de se dire, en fait, quand tu reviens à terre, tu dis, mais quelle chance on a d'avoir des fruits, d'avoir des gens avec qui parler. Parce que souvent, on peut devenir un peu aigri et cynique vis-à-vis de l'espèce humaine parfois. Mais quand tu reviens et que tu as passé effectivement plus de 30 jours tout seul sur l'eau, t'es trop content de pouvoir reparler à quelqu'un, de rire, d'échanger, enfin, de la vie, quoi, tu vois. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à garder ça tout de suite. Il y a des travers, il y a des intérêts, il y a des gens qui... Ouais.
Comment c'est, juste en quelques mots, une journée sur le bateau? Il se passe quoi? Déjà, comment tu dors? Enfin, vraiment, j'ai plein de questions. Tu vas pas répondre à tout là ici, mais juste pour que moi et les auditeurs, auditrices puissent un peu comprendre. En course, c'est quoi une journée sur le bateau, quoi? Bah en fait, tu sors, déjà t'as plus de rythme circadien, donc tu te cales plus sur le rythme du soleil. T'es tout le temps réveillé et tu dors par tranche de 20 minutes. Donc ça veut dire que tu mets... ouais, c'est un peu particulier, mais c'est là où l'intérêt de savoir faire des siestes, tu vois. En fait, il y a un moment, tu t'endors parce que bah, quand t'es trop fatigué, imagine t'as fait une nuit blanche, bah tu vas fermer les yeux, tout de suite tu t'endors. Enfin, quasiment. Bah, il y a un moment, tu te mets suffisamment dans un état de fatigue sur le bateau pour que en quelques minutes, tu arrives à t'endormir. Bon, après, ce qui est dur là-dedans, c'est que bah, tu choisis pas la météo. Donc, il y a des fois, la mer est calme, tout va bien, tu t'endors facilement. Il y a des fois, il y a des vagues, le bateau tape de partout. Donc, ça reste un environnement qui est quand même très dur. Enfin, on va pas se mentir. Moi, tu vois, quand je faisais une transat, je pense que je mettais quasiment un mois pour retrouver un rythme de sommeil normal. Donc en gros tu dors tu vois dans un pouf à billes les poufs de jardin un peu là voilà donc c'est ça c'est ça ton lit. Euh, on dort un peu comme enfin c'est pas sympa pour les chiens mais on vit un peu comme des chiens quoi. On mange par terre on a des lyophilisés donc c'est de la nourriture en poudre dans lequel on met de l'eau bouillante. C'est notre seule cuisine, c'est de l'eau bouillante. Donc on mange des plats réchauffés. Moi, je trouve ça très bon, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'au début, quand tu fais tes premières courses, il faut imaginer que c'est comme du camping dans une voiture qui bouge. Extrême. Ouais, voilà, imagine vraiment, c'est vraiment ça. Tu es dans une voiture sur un chemin de campagne qui bouge de partout et tu dois dormir, manger, ça s'arrête jamais. Et en plus, tu es dans un environnement où tu reçois des seaux d'eau sur la tête de temps en temps. Donc ouais, c'est quand même particulier comme effort. Mais pourquoi on fait ça? Ça vend aucun rêve là. Non, ça ne vend aucun rêve, mais le rêve, il est, je pense, dans cette confrontation au vivant. Et en fait, ça, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, la fatigue va tellement t'impacter que tu vas vivre des émotions qui sont incroyables. Ça veut dire que quand tu as passé, je sais pas, une semaine à te faire mal, à souffrir un peu du manque de sommeil, d'alimentation, du froid, de plein de choses. D'un seul coup, t'as un lever de soleil, t'as un dauphin qui passe à côté, pour peu que tu mettes une musique un peu sympa, mais d'un seul coup, ton cerveau, il est tellement vrillé que, enfin, je pense que ça s'approche très fortement de drogue, en fait. Enfin, t'as un sentiment d'euphorie. Et en fait, ces petits moments-là, ils viennent te dire waouh, c'est incroyable, je suis en train de vivre. C'est pour ça que tu fais ça. Ouais, je suis en train de vivre un truc de fou, quoi. Et dans les deux sens. Ça veut dire que il y a des fois, t'es au fond du trou, t'es vraiment pas bien, quoi. Et c'est le fait d'avoir connu des moments très très bas qui vont te faire connaître des moments très très hauts. Et ça, c'est ça qui est dur, c'est qu'il y a un moment, bah, si tu veux vraiment être bon en bateau, bah, tu peux plus t'autoriser à avoir ces sautes d'humeur et t'autoriser à vivre ces émotions parce qu'il faut être tout le temps performant. Donc tu deviens une espèce de robot, une espèce de machine où tu t'autorises pas à être joyeux, tu t'autorises pas à être triste. Et moi, c'est un truc c'est une des dérives que j'ai constatées qui m'allait pas du tout. Moi, j'ai envie de T'as envie rire. de kiffer ton sport. Ouais, et dans tous les sens. Mais les gens qui gagnent, enfin d'ailleurs, moi, je dis que les gens qui font de la voile à haut niveau maintenant et qui sont très très bons, ce ne sont plus des marins, ce sont des pilotes. Ce sont des gens qui, surtout que maintenant on est dans des bateaux enfermés, ils n'ont plus la tête dehors, ils ont que des chiffres, ils ont Starlink, voilà, ils sont sur leur ordinateur, ils changent des réglages. Alors oui, ils changent encore les voiles, ils vont encore sur le pont du bateau pour accrocher des voiles, mais on est vraiment, enfin c'est plus la navigation, enfin c'est pas l'image que tu as là d'être sur le pont, d'avoir la mer, les vagues, d'être mouillé. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et je pense que c'est pas pour moi, c'est pas. Et toi, dans ta navigation future, tu veux garder ça? Ah bah moi, je rêve de pouvoir continuer à rester à la barre des heures la nuit, à regarder les étoiles, à regarder le plancton phosphorescent. Évidemment que j'ai envie de sentir le vent encore dans mes cheveux et d'avoir le mal de mer, parce que tu vois, j'ai le mal de mer. Ça, on n'en parle pas souvent, mais voilà, enfin c'est plein de choses que j'ai envie de continuer à vivre. J'ai envie d'éprouver encore, tu vois, les éléments. Et
on est dans une société où tout est aseptisé, où tout est contrôlé, où il y a des normes de partout. Bah en fait, on a besoin encore, tu vois, de la mer, de la montagne, des déserts. C'est les 3 seuls endroits encore où tu peux encore faire des choses et te confronter un peu à la réalité de notre condition, en fait. Et en fait, si on faisait tous un peu cet effort d'aller parfois un peu en mer, un peu en montagne, de se déconnecter, bah on reviendrait beaucoup plus fort et plus conscient de la chance qu'on a tous les jours dans nos sociétés occidentales, tu vois. Mais ça, on nous l'apprend pas, en fait, ou alors trop peu, tu vois. Et pareil, bah, moi je suis heureux enfin, voilà, d'influencer, d'encourager des gens à faire tout ça, mais faut le faire pour les bonnes raisons, quoi. Si tu vas te mettre, je sais pas, un défi de dire tiens, je vais traverser une montagne, faire une rando, mais que tu passes ta vie à faire que des stories non-stop, à raconter tout, en fait, il y a un moment, mais vis les choses pour toi, en fait, tu vois. Aujourd'hui, on a trop de contraintes et d'injonctions plus ou moins conscientes ou inconscientes de dire mais pourquoi on va faire quelque chose, quoi. Et il y a un moment, il faut retrouver de la simplicité là-dedans. Et moi, je sais que, tu vois, la simplicité, là on vient d'acheter un bateau, on va commencer cet été, on va partir dans l'Europe du Nord. Je suis à la fois effrayé et fasciné de me dire, ok, je vais me retrouver dans une zone de... Enfin voilà, c'est cliché ce que je vais dire, mais de se dire, en fait, là, quelle est la zone d'inconfort? Et en fait, elle est où ta zone d'inconfort? Et quand tu vas un peu explorer ta zone d'inconfort, forcément, tu viens découvrir des sensations qui sont nouvelles et qui vont t'enrichir et qui vont te donner, effectivement, te nourrir et t'inspirer. Et si en plus, là-dedans, tu prends une petite prise de conscience écologique en te disant, bon, bah, je vais essayer de faire les choses de manière le plus respectable et consciente de l'univers dans lequel j'évolue, bah t'arrives à des choses belles, quoi. Et aujourd'hui, bah c'est ça dont on a tous besoin. On a besoin d'influence positive et d'inspiration, et que en fait on dépasse ce modèle de quand on va sur Instagram, on va voir que des gens et ça va nous mettre mal, en fait, de dire ah tiens, lui il fait ça, pourquoi moi je le fais pas. Tu vois, il y a ce côté-là de dire on raconte pas les moments durs, on raconte pas tout ça, alors que on vit tous des moments compliqués dans nos vies. C'est rigolo d'ailleurs de se dire qu'on n'a pas envie de les voir, on a cette espèce de masque, même si quelqu'un crée un réseau social pour montrer que les choses négatives, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui irait dessus, enfin, ça serait pas mis en avant, enfin, peut-être, enfin, je sais pas, mais voilà, donc c'est ça que j'ai envie de défendre aujourd'hui, quoi. Et peut-être une dernière question, même si c'était des très beaux mots de la fin, mais j'ai quand même envie d'avoir une dernière question aussi par rapport aussi à MK, à son métier, à la biologie marine, à ce qu'il y a en fait quand tu fais de la course, quand tu fais du bateau, il y a un monde en dessous de toi qui te permet d'avancer aussi. Comment est-ce qu'on est en symbiose avec ce monde? J'imagine quand on est vraiment dans la performance de rapidité, on perd ça. Mais sinon, toi, j'ai l'impression que tu étais un peu dans un entre-deux. C'était tes courses, tes transats, c'était vraiment des moments de symbiose avec les dauphins, comme tu mentionnais, avec le phytoplancton. Enfin, quelle relation t'entretiens avec l'océan? Bah, tu vois, c'est rigolo. Avec MK, on s'est fait la réflexion que aujourd'hui, on qualifie un bon marin quelqu'un qui est capable de passer des tempêtes, qui est capable d'être dur au mal, qui va réussir. Mais en fait, on se rend compte que les marins n'ont quasi pas de connaissances scientifiques de leur environnement. C'est-à-dire que moi, le premier, j'ai mis très longtemps à savoir qu'il y avait... Enfin, voilà, je ne connaissais pas toutes les espèces de baleines, il y en a plein. Je connaissais rien sur le plancton, je connaissais rien sur les petites espèces animales que tu vois flotter. Parfois, il y a des... Enfin, voilà, il y a plein de choses en mer. Enfin, moi, c'était quand il y a 2 ans, par exemple, un jour, je vois sur le pont des petits crabes en plein milieu de l'océan, des petits crabes avec des nageoires. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? J'ai jamais vu ça. Et en fait, comment ils étaient montés sur ton bateau? Et ben, il y avait des vagues qui les soulevaient Qui les emmenaient. et ils retombaient sur le pont. Et je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, il y avait une espèce de crabe qui s'appelait les swimming crabs. Et ils ont les petites nageoires et ils se déplacent en banc et ils sont comme ça. Et t'as plein de choses que tu connais pas. Mais en fait, encore une fois, on n'a aucune formation quand tu fais de la compète. On t'apprend rien de l'univers dans lequel tu es. Donc la symbiose, pour moi, elle est déjà d'avoir de la curiosité. Enfin, si t'as pas cette curiosité du monde vivant, bah c'est déjà triste pour toi parce que t'as plein de choses à apprendre. Mais tu vois, l'un des trucs les plus
les plus beaux, et peut-être qu'on peut terminer là-dessus, c'est que moi, les meilleurs moments de vie que j'ai eu en mer, c'était quand j'arrivais à avoir vraiment une synchronicité entre la météo, donc ça comprend les nuages, la mer, et de me dire, ok, là, je règle bien mon bateau, je sais que je vais être... je sais, voilà, j'ai une lecture globale du système météo dans lequel je suis, je sais que le vent va aller dans ce sens-là, et en fait, toi, tu t'alignes là-dessus, et tu as ton bateau, ton esprit, ton corps, la météo, et tu arrives un peu à savoir vers où tu veux aller en respectant ces 3 éléments-là. Et quand tu arrives à cette espèce de Graal, tu vois, de te dire, là, j'arrive à me sentir bien, je comprends l'univers dans lequel je suis, j'anticipe, je sais ce qui va se passer, tu as un sentiment d'équilibre. Et qui dit, là, je suis en train de faire une très jolie trace parce que je me respecte moi, je respecte mon bateau et je respecte les éléments. Et quand ça arrive, c'est très très beau, et on devrait... Enfin, moi, c'est ça qui m'a inspiré aussi, de me dire, en fait, dans la vie de tous les jours, on devrait tendre à cet équilibre, tu vois. Mais on n'arrive pas à le faire puisqu'on n'est pas connecté à la nature, on est juste centré sur nos besoins et nos petits problèmes d'humains, et on oublie un peu pour revenir au cinéma, de changer de focale et d'élargir un peu le champ de vision, quoi. Top. Écoute, ce sont de parfaits mots de la fin. Merci beaucoup, Stan. J'étais ravie de t'avoir à mon micro. Et moi aussi. Et à bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa, et d'ici là, prenez soin de vous.